tout le monde. Aujourd'hui, évidemment, avant d'attaquer le sujet qui est le Porto, mais la région de Douro, je vais juste faire une courte présentation de moi-même. Bon, mon nom est Nick Hamilton. Vous avez l'information au tableau avec mon site web et aussi mon adresse électronique. Dans le fond, tout simplement, je suis un conseiller consultant en matière de vin, bière et spiritueux, surtout le vin, évidemment. Et puis, non, je ne travaille pas à la SAQ, je suis un travail autonome, indépendant et j'œuvre dans le milieu des boissons alcoolisées depuis plus de 30 ans. Alors voilà, si vous voulez en savoir davantage, vous avez tout simplement à aller sur le site lesconseillersduvin.ca et vous allez avoir davantage d'informations sur moi-même et évidemment tout ce que je fais comme formation, cours, animation, etc. Alors, aujourd'hui, le sujet, comme vous savez, c'est le Porto. Mais avant de vous parler vraiment du Porto, on va agrandir ça un peu parce que, évidemment, on parle du Portugal et aussi on parle d'une région précise qui s'appelle le Douro. Alors, tout le monde pense Porto, c'est une région. Non, Porto, c'est un vin. Douro est la région. Alors, c'est important de comprendre ça. Et ce qu'on va faire assez rapidement, c'est un bref historique au tout début. Ensuite, on va regarder évidemment la région, comprendre d'où ça vient, l'élaboration, les styles et le service. En gros, c'est comment ça va se passer. C'est assez simple et ça suit bien un ordre chronologique qui devrait satisfaire, du moins je l'espère. Alors, si on commence par tout simplement un historique, évidemment, le Portugal, c'est un pays qu'on connaît bien, ça élabore du vin depuis très longtemps. Ce sont les Phéniciens qui ont apporté cette viticulture au sud du Portugal. Mais c'est plutôt les Romains, et la carte, on va la voir un peu plus tard, mais c'est les Romains qui ont pris cette viticulture et qui l'ont répandue jusque dans le nord du Portugal, dans la région qu'on appelle le Douro, donc au nord du Douro, qui est une région très connue. Beaucoup de touristes vont dans cette région. Qui ne connaît pas les villes jumelles de Porto et Vila Nova de Gaia? Hein, c'est très connu et en plus, le Portugal est une destination touristique très recherchée depuis quelques années. Peut-être un peu moins cette année, mais sûrement qui va revenir à la mode très rapidement. Alors, évidemment, après les Romains, on parle de l'an 219, voilà. Après les Romains, évidemment, c'est comme dans beaucoup d'autres pays, c'est les ordres religieux qui ont pris ça en main. Et évidemment, les monastères s'établissent pour poursuivre la tradition viticole. Là, on va passer beaucoup plus loin et on se retrouve en 1667. Évidemment, nous, on connaît bien l'histoire de la France et on sait que la France et les Anglais ils ont eu beaucoup de conflits. Et à un certain moment, ce qu'il fallait savoir, c'est que les Anglais s'approvisionnaient de vin dans la région de Bordeaux qui s'appelait l'Aquitaine, mais qui était associé à l'Angleterre. Et quand la France, la guerre de 100 ans, a repris le contrôle et a mis des boycotts sur la vente de vin en Angleterre, évidemment, les Anglais se sont tournés vers le Portugal. Et c'est un peu comme ça qu'on peut dire que la popularité du Porto a vraiment commencé. C'est justement par les Anglais qui n'avaient plus d'approvisionnement possible en France, qui se sont donc retrouvés à aller chercher du vin en Angleterre. Alors donc, ça, c'est une partie très importante du développement du Porto, évidemment. Popularité du Porto se développe donc avec les Anglais, surtout au 18e siècle. Ensuite, malheureusement, le Portugal a été un pays très instable, beaucoup de problèmes politiques, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'instabilité, évidemment, et au niveau de la viticulture et du développement, si on veut, du commerce du vin, ça a un peu été mis de côté. Et c'est souvent le cas quand il y a des problèmes politiques et économiques dans de nombreux pays. Souvent, le côté viticulture, développement et aussi commercialisation en souffre énormément. Et ce qui a fait que le Portugal a pu vraiment prendre de l'ampleur, ça a été évidemment je crois qu'il est là, en 1986, le Portugal joint la CEE. Alors, en devenant membre de la Communauté économique européenne, alors tout a changé, évidemment. Alors,
En gros, c'est un peu ce qu'on peut dire au niveau de l'histoire, l'historique, si on veut, du Portugal et évidemment aussi de la région du Douro. Suivront évidemment la structure des appellations et donc une meilleure compréhension, si on veut, de la région du Portugal et aussi de son système d'appellation contrôlée. Bon, la région, voilà, c'est la région du Douro qui est complètement au nord, une région, comme je disais tout à l'heure, qui est très visitée. On pourra la revoir tout à l'heure. Bon, là, je vais vous parler du Douro avant de vous parler du Porto, parce que le Porto, c'est évidemment produit dans la région du Douro. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Douro, pendant longtemps, c'était dominé par la production du Porto. Et ce qui s'est passé, c'est que la demande de vin fortifié, parce qu'on doit établir tout de suite que le Porto est un vin fortifié. Qu'est-ce que la définition d'un vin fortifié? Tout simplement, si on dit fortifié, on dit plus fort en quoi? Évidemment, plus fort en alcool. Donc, un vin fortifié est un vin auquel on a ajouté de l'alcool. Et en ajoutant de l'alcool, évidemment, on a un vin qui est plus puissant, mais en même temps, ça permet, par l'ajout d'alcool, de stopper la fermentation et donc de garder du sucre naturel dans le vin. Alors, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le Porto est sucré. Oui, effectivement, c'est la méthode. Et le sucre qui est dans le Porto est tout à fait naturel. Il n'y a pas d'ajout de sucre dans le Porto. C'est vraiment le sucre naturel du raisin qu'on retrouve. Alors, donc, le Porto est un vin fortifié. Malheureusement, les vins fortifiés ont énormément perdu en popularité depuis, je dirais, les années 80. Ça ne fait pas si longtemps. Donc, la majorité des vins fortifiés, je peux vous en nommer d'autres, le Xérès, le Madère, le Marsala. On connaît aussi les vermouths, les choses que peut-être certains parmi vous avaient déjà dégustées plus tôt, des choses comme le Saint-Zano, le Saint-Raphaël, le Dubonnet. Toutes ces choses-là étaient des vins fortifiés. Ce sont toujours des vins fortifiés, mais la popularité de ces vins-là a beaucoup diminué. Pourquoi? Plusieurs raisons. La première, bien, ils sont plus forts en alcool. On préfère peut-être des vins plus légers. Souvent, ils sont sucrés. Les gens peut-être préfèrent des choses plus secs. Et souvent, il y a certaines méthodes d'élaboration qui donnent des goûts peut-être qu'on pourrait dire qui sont moins populaires auprès de les nouvelles générations. Donc, la majorité des vins fortifiés ont vraiment énormément décliné. Le Porto, heureusement, bien, il y a un bon côté et un mauvais côté. Le bon côté, c'est que le Porto a moins souffert de cette perte de popularité-là. Et ça n'était que vraiment dans les années 90, et même, je dirais, la fin des années 90, qu'on a vu un peu la popularité du Porto décliner. Oui, malheureusement, ça l'a décliné. Oui, c'est nettement moins populaire qu'auparavant, mais ça demeure un produit qui est quand même encore assez recherché. Alors, cela étant dit, ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé dans la région du Douro? Alors, qui était majoritairement qui produisait majoritairement, du Porto. Alors, ce qui est arrivé, c'est que puisque la popularité du Porto s'est mise à décliner, alors on s'est dit, bien, on va faire des vins rouges, mais pas des vins rouges style Porto, on va faire des vins rouges secs. Et en même temps, on s'est rendu compte que dans la région, puisqu'on produisait aussi du Porto blanc, bien, on pouvait faire aussi des vins blancs secs. Alors, ce qui s'est passé, on va le voir tout à l'heure, ce qui s'est passé, évidemment, c'est qu'il y a eu vraiment un changement de direction dans la région du Douro, puisque la production du Porto diminuait. Évidemment, la production de vins rouges secs et de blancs secs a augmenté. Ce qui veut dire que dans le Douro, la région du Porto, on produit de plus en plus de vins rouges et de vins blancs secs et de moins en moins de Porto. Alors, évidemment, c'est une des plus belles régions viticoles de la planète.
Si vous n'êtes pas allé, évidemment, quand tout ça va reprendre, quand on va pouvoir voyager, quand on va pouvoir aller justement visiter le Portugal, c'est une région absolument magnifique à visiter. C'est vraiment de toute beauté. Région classée au patrimoine de l'UNESCO depuis 2001. Alors, c'est vraiment une place à visiter. Superficie 250 000 hectares, 40 000 hectares qui sont plantés. Plus de 30 000 petits viticulteurs. Donc, c'est vraiment des petites entreprises familiales qui souvent vendent leurs raisins à des plus grosses maisons. Le terme Quinta signifie un domaine. Donc, vous allez souvent voir ça sur les bouteilles de Porto, Quinta de Vargelas, Quinta do Bofim, etc., etc. Donc, le terme Quinta veut donc dire un domaine, une maison de production. Le climat est très chaud. En été, je peux vous le dire, pour y avoir été à quelques reprises, l'après-midi, les 40 degrés s'atteignent assez souvent en été. Protégé des vents de l'Atlantique et de deux chaînes de petites montagnes, donc c'est vraiment un microclimat qui est très favorable. La culture bio, parce que c'est très à la mode la culture bio, est très possible dans cette région-là parce que c'est relativement sec aussi. Donc, c'est un des critères les plus importants pour être en mesure de pratiquer la culture biologique. Les précipitations, oui, 11 100 millimètres. Heureusement, c'est surtout dans la saison hivernale, donc c'est parfait pour nourrir les sols. Les principaux dangers viticoles, c'est des pluies parfois à la nouaison. Donc ça, c'est quand le raisin tourne vers la maturité. Mais surtout la sécheresse et l'érosion. Les vignobles sont vraiment en pente et même, ils sont tellement abrupts, les vignobles, qu'on les fait en escalier. Alors ça, c'est vraiment beau à voir, là, le travail, mais c'est un travail énorme pour arriver à garder. On le voit ici un peu sur la photo qui est là, mais c'est vraiment en escalier et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de main-d'œuvre, évidemment. Des sols durs, granitiques et schisteux, des sols qui sont parfaits aussi, autant pour les vins secs que pour donner des vins et des raisins très mûrs pour le Porto. Vignoble en terrasse, je viens d'en parler. Et en plus, il y a le fleuve le Douro qui passe au beau milieu de ces vignobles. C'est vraiment une façon de visiter ou de voir la région, c'est de faire un tour en bateau parce que de chaque côté, vous allez voir les vignobles. C'est vraiment magnifique. Et il y a ce reflet aussi du soleil sur l'eau qui rebondit sur les vignobles et permet davantage d'arriver à une grande maturité du raisin. Et comme on disait tout à l'heure, des vignobles très pentus, ce qui veut dire qu'il y a un problème d'érosion, ce qui demande encore une fois beaucoup de travail. La région se divise en sous-régions rapidement. On va passer rapidement là-dessus parce que c'est quand même des informations que vous allez pouvoir retrouver sur le document. Donc, je vous laisse le soin d'en lire davantage. Alors, les régions, elles se divisent en 3 sous-régions. La région du Douro, c'est quand même assez long. C'est 110 km du complètement au sud au nord de la région. Mais c'est très peu large, comme vous pouvez voir, là, au maximum, son point le plus large est à 25 km, donc c'est pas tellement large, et la plupart du temps, c'est beaucoup moins large que ça. Mais c'est quand même sur une longue distance de 110 km. La première région, on parle du Baixia Corgo, ou le Corgo du bas, Lower Corgo. C'est un peu plus frais, davantage de précipitations, et on dit les raisins, la qualité des raisins, de qualité moyenne à très bonne. Le Cima Corgo, donc le Upper Douro, ou le plus élevé, 13 000 hectares, précipitation encore assez faible, 650 mm, température un peu plus élevée, donc plus de maturité du raisin. Et finalement, le Douro supérieur, ou le Upper Douro, ici, beaucoup plus sec et chaud, température donc moyenne de 21 degrés, précipitation encore plus basse, et c'est la région qui va jusqu'à l'Espagne. Approximativement 5 000 hectares, évidemment des vins de très bonne qualité. Alors,
je vais quand même vous parler rapidement des vins blancs et des vins rouges secs produits dans la région parce qu'il y en a de plus en plus. Alors, quand vous allez à la SAQ, chercher un Porto, eh bien, vous pouvez aussi investiguer, voir qu'est-ce qu'ils ont comme vin rouge sec et vin blanc sec. Alors, c'est la même région qui a été consacrée en 1982, les mêmes cépages qui sont permis autant pour les vins secs que pour le Porto. Les principaux cépages, vous les voyez sur le document. Probablement le plus réputé cépage de la région, pour moi sans aucun doute, c'est le fameux Touriga Nacional. C'est le dernier, comme vous pouvez voir, dans les cépages rouges. Curieusement, je ne sais pas pourquoi il est placé dernier dans cette présentation, mais c'est probablement le plus important. Alors, les autres, Tinta Barroca, Tinta Roriz, pour ceux qui connaissaient le Tempranillo en Espagne, eh bien, le Tinta Roriz au Portugal, c'est son cousin, de la même souche, si vous voulez. Et évidemment, le fameux Touriga Nacional. Les cépages blancs, il y en a plusieurs. Codega, Viosino, bon, etc., etc., il y en a plusieurs. Probablement le Gouveio. Le Gouveio est peut-être un des plus connus et des plus réputés, mais sinon, c'est vraiment des assemblages de cépages qu'on aime faire dans la région pour avoir vraiment, on dit la somme de toutes les parties est meilleure que les parties individuellement. Donc, ici, on aime travailler en assemblage avec les vins. Bon, la législation, 11 % minimum d'alcool pour les rouges, 10,5 pour les blancs, c'est des choses intéressantes, mais on va quand même passer. Le Douro, vin rouge et blanc sec, toujours densité de plantation, les terrasses et tout ça. Je vous laisse regarder ça à tête reposée ou peut-être en prenant un verre de Porto. Dans les années 50, une collaboration avec un énologue français qui s'appelait Émile Pénaud pour en arriver à faire des vins de haut de gamme en vin rouge et en vin blanc sec. Et évidemment, la preuve est là aujourd'hui. Quand on parle maintenant des grands vins rouges secs, hein, pas le Porto, mais des grands vins rouges secs du Portugal, ça devient automatique. Le Douro fait partie des trois top régions, si on veut, au Portugal. Donc, c'est vraiment maintenant, je dirais que le Douro, la région du Porto, est maintenant peut-être plus connue et plus, comment je pourrais dire, plus respectée dans l'échelle, si on veut, là, des grandes régions viticoles de la planète, à cause maintenant surtout de ces vins rouges secs. C'est blanc aussi, mais surtout de ces vins rouges secs. Évidemment, ça a débuté vraiment ce travail-là, surtout dans les années 90. Et aujourd'hui, 20 ans, 30 ans plus tard, évidemment, les résultats sont très évidents au niveau de la qualité. Oui, une petite mention rapidement, c'est qu'on produit de plus en plus aussi de vins effervescents, style champagne, méthode champenoise. Donc, c'est une chose aussi à porter attention, les vins effervescents du Portugal, mais aussi dans le Douro, dans la région du Porto, sont vraiment de qualité fort intéressante à découvrir. L'évolution du Douro, c'était pour vous montrer comment, lentement mais sûrement, on est parti d'une quantité comme ça de Porto, avec une quantité comme ça de vin rouge et de vin blanc sec, et que la transformation se fait lentement mais sûrement vers de plus en plus de vins rouges et de vins blancs secs. C'est le marché, les nouvelles générations qui préfèrent, et évidemment, la région du Douro s'adapte et suit les tendances. Les ventes aussi, c'est la même chose. On le voit à la SAQ. Écoutez, la SAQ, juste pour vous donner un exemple, parce que je pense que c'est intéressant de savoir, dans les années 90, le Porto était un des vins très recherché au Québec. Il y avait surtout un journaliste à Montréal de la presse, Jacques Benoît, qui ne jurait que par le Porto et à toutes ses chroniques, à toutes les semaines, avait un Porto qu'il recommandait. Alors, le Québec est devenu, à cette époque-là, un des marchés test des producteurs de Porto. Imaginez-vous que quand un producteur du Portugal, de la région de Porto, voulait lancer un nouveau
Porto, le marché test, ou un des plus importants marchés test, c'était le Québec. Et pas le Canada, mais le Québec. Alors, on avait vraiment un engouement ici pour le Porto qui était vraiment évident. Et on peut rejoindre, faire le lien avec ce journaliste montréalais de la presse. Avec tout ça, évidemment, il y a eu aussi un déclin qui s'est entamé, mais un peu plus tard. Mais tout ça pour vous dire que au Québec, c'était devenu vraiment un marché test pour les producteurs de Porto. Et ça a été un des marchés, le Québec a été un des derniers à décliner. Donc vraiment, ça a été vraiment un marché très important pour les producteurs de Porto. Maintenant on y arrive au Porto. Le Porto lui-même, son développement, sa création, un peu d'historique. On dit en 1756, le marquis de Pombal consacre officiellement la délimitation, appellation Porto, Douro, pardon. Vous vous rendez compte que les appellations, ça n'existe que depuis les années 1930 en France. Ils ont été les premiers vraiment. Mais imaginez que quelques centaines d'années avant, le Porto, ou la région du Porto, le Douro, avait déjà avait déjà créé une appellation, déjà bien avant les Français. On dit, selon certains historiens, ce serait un négociant de Liverpool, les Anglais, comme je vous disais plus tôt, en parcourant la région dans un monastère qui aurait été charmé par un vin rouge ajouté d'eau-de-vie. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, au tout début, qu'effectivement, le Porto est un vin fortifié, donc un ajout d'alcool. Alors, cet ajout d'alcool, il faut comprendre qu'il était fait pour une raison autre que seulement que de renforcer par l'alcool, mais c'est que les produits qui voyageaient, pour qu'ils puissent bien voyager et ne se détériorent pas, parce que les conditions dans les bateaux dans les années 1700, 1800 n'étaient pas comme aujourd'hui. Donc, un ajout d'alcool permettait que le vin se conserve mieux dans les déplacements, dans le transport. Donc, ce qui fait que l'origine du Porto, les vins rouges, on les ajoutait d'alcool parce qu'elle allait mieux voyager. Et à cette époque, ce négociant de Liverpool avait goûté, avait trouvé ça fort intéressant. Et on dit que c'était un peu le début, justement, du développement du Porto. On dit, pour en assurer et maintenir la qualité, on ajoute davantage de brandy pour le transport, comme je viens de vous dire. Donc, c'est vraiment joindre l'utile à l'agréable, si on veut, jusqu'à un certain point. L'influence et la présence, encore une fois, des Britanniques, des Anglais, sera importante pour la commercialisation du Porto. Alors, les maisons comme Graham's, Taylor's, Wars, Sandeman, Croft, tout ça sont des noms, justement, de Britanniques qui ont développé, qui ont aidé à développer, évidemment, la commercialisation du Porto. Donc, au tout début, à l'origine, le Porto était fortifié, mais de façon minime, pas énormément. C'était 3 % de brandy ajouté dans un foudre, dans une barrique de 550 litres. Alors, on dit qu'en 1920, lors d'une vendange particulièrement mûre, le style du Porto changea. Alors, à l'époque, donc 1890, il y avait 3 styles de Porto à l'époque. On parlait de Porto sec, ajout minime d'alcool, un Porto demi-sec où il y avait davantage d'alcool qui était ajouté, et un doux qui équivaut à le Porto actuel comme on le connaît. L'organisme gouvernemental qui légifère tout ça s'appelle l'Instituto dei Vinos de Douro et Porto. Donc, on veut bien spécifier qu'il n'y a pas que le Porto, mais qu'on représente bien la région du Douro. Les plus importants marchés, la France, le Royaume-Uni, évidemment, les Anglais, les États-Unis, à cause, évidemment, du volume de personnes qui y vivent, et le Canada se classe au 8e rang.
C'est curieux, hein, parce que la France, qui est le premier pays consommateur de Porto, on ne croirait pas, mais ce que je sais pour avoir eu l'occasion de discuter avec de nombreux producteurs, c'est que la France boive les Portos d'entrée de gamme. Les Portos Ruby, les Portos d'entrée de gamme. On va en parler de toute façon des styles tout à l'heure. Et curieusement, comme je vous parlais du Québec tout à l'heure, qui était très réputé comme un excellent marché pour le Porto, eh bien, au Québec, on était réputé, et on l'est toujours, pour être un pays, une région qui consomme davantage de Porto de haute qualité, de haute gamme. Alors ici, au contraire, on boit les Porto vintage, les late bottle vintage, les Coletta. On va en parler de toute façon tout à l'heure. L'élaboration, rapidement, parce que c'est simple, c'est vraiment l'ajout d'alcool à un vin qui est en fermentation. Alors, le Porto est un vin muté, donc fortifié, qui contient généralement 20 % d'alcool. L'eau de vie ajoutée, on appelle aguardente, c'est un eau de vie qui a été neutre à partir de raisin, qui devient un brandy, qui était à 77 % d'alcool. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est que cet alcool neutre qu'on ajoute, on l'ajoute généralement à peu près à 24, je dirais aux alentours de, on dit 36 à 48 heures. Donc, on peut dire 2 jours après que le processus de la fermentation est entamé, on ajoute l'alcool. Qu'est-ce que ça fait quand on ajoute l'alcool? Eh bien, ça tue la levure qui est en train de transformer le sucre en alcool. Donc, quand on ajoute l'alcool, on tue la levure, donc le sucre qui n'a pas été transformé en alcool, évidemment, devient le sucre résiduel qui est dans le Porto. Donc, du sucre naturel du raisin, pas d'ajout de sucre, mais évidemment un ajout d'alcool. On ajoute 110 litres d'alcool pour 440 litres de vin. Donc, c'est quand même une proportion importante dans ces barils de 550 litres. Le Porto, donc, ce qu'on sait, parce qu'on le voit sur nos étagères à la SAQ, il y a une grande variété de noms. Les noms, évidemment, on en a mentionné quelques-uns tout à l'heure, Taylor, Graham's, Wars, Croft, bon, tous ces noms, et on va voir aussi des noms plus portugais. Chaque maison, on peut dire, a un style. Exemple, les Portos de Taylor's sont toujours un peu plus corsés, un peu plus puissants. Ceux de Sandeman, généralement un peu plus légers. Donc, il y a des styles aussi qui sont parfois un peu plus sucrés que d'autres. Donc, c'est vraiment un peu comme on va regarder la champagne et on va dire, bien, ça, c'est un champagne plus léger versus un autre. Donc, il y a quand même une variété de styles, ce qui permet, évidemment, de pouvoir s'amuser à découvrir différentes maisons. Bon. On arrive aux grandes familles maintenant de Porto. Et ces grandes familles de Porto-là, eh bien, on peut les diviser tout simplement en deux. Ce qu'on appelle les Porto blended et les assemblages, si vous voulez en français, et aussi en deuxième catégorie, les vintage, ou si vous aimez mieux, les Porto millésimés. Alors, quand on regarde ça, dans la famille des blended, eh bien, on a des Ruby, Ruby Reserve, Tawny Reserve, et ensuite des Tawny 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et évidemment des Porto blancs aussi qui peuvent être d'assemblage. Alors, pour que vous compreniez, tout simplement, c'est que, évidemment, si ce sont des Portos d'assemblage, ça veut donc dire qu'il va y avoir des vins de différentes années qui vont être assemblés. Contrairement aux vintage, les millésimés, qui vont provenir d'une seule année. Alors, quand on regarde les blended, juste la famille des Ruby, hein, si on regarde rapidement la famille des Ruby, on va le voir à l'autre page, je crois, on peut y aller. Bon, voilà, blended, des assemblages de plusieurs millésimes, ce que je viens de mentionner. Bon, voilà, on commence avec les Ruby, qui sont vraiment des Portos faciles, fruités, hein, qui n'ont pas beaucoup de complexité, mais qui sont très charmeurs. Alors, assemblage de vins jeunes et fruités de différents millésimes. Vieillis seulement 2 à 3 ans,
dans des gros foudres de 5 000 à 20 000 litres, ensuite filtrés, frais, fruités et peu complexes. Mais c'est vraiment charmant, c'est facile. On pourrait dire que ce sont des portos d'entrée de gamme, mais des portos qui sont légers, fruités, faciles et agréables. Ruby Reserve, évidemment, bon, légèrement plus vieilli et souvent un peu plus de matière aussi. Davantage de richesse et de caractère, moi j'appelle de la matière, plus, si on veut, d'extrait, plus de présence en bouche. Certains peuvent porter la mention, et ça c'est intéressant, certains peuvent porter la mention de vintage character. Ça veut dire quoi? Bien, quand on va parler des vintage dans quelques minutes, vous allez comprendre que ce qu'on essaie de faire avec un Ruby Reserve, c'est de donner, ou c'est du moins d'essayer de produire un vin qui va avoir des caractéristiques qui vont ressembler à un Porto vintage. C'est ce qu'on essaie, mais évidemment, c'est pas tout à fait la réalité. Ensuite, Tawny. Alors ça, c'est très populaire, mais on va voir que dans les Tawny, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs catégories. La première, le Tawny, qui veut dire ambré. Hein, chez les Anglais, un vin Tawny, c'est ambré qui veut dire d'un rouge orangé. Hein. Vieilli dans de plus petits contenants, des barriques de 300 litres, d'une moyenne d'âge de 5 à 6 ans. Couleur, comme je disais tout à l'heure, orangée, légèrement fruitée, aux arômes de raisins secs. Ça rappelle les petites boîtes de raisins Sun-Maid, les petits raisins secs, ça rappelle énormément ça. Et évidemment, il va y avoir des caractéristiques de bois aussi, parce que ce sont des vins qui vont séjourner un peu plus longtemps en fût de chêne aussi. Le Tawny Reserve, un peu plus vieux, 7 à 8 ans, couleur orangée. Encore une fois, ce qui arrive, c'est que le côté fruité diminue parce que la complexité par le vieillissement augmente. Donc, on va avoir des notes de noix, de bois, de fruits secs. Hein, ça va vraiment changer lentement mais sûrement avec le Tawny Reserve. Mais où vraiment on arrive à un niveau de qualité supérieur, et c'est ce qui se vend davantage au Québec, sont les Tawny 10 ans, 20 ans, 30 ans et 40 ans. Alors, pour avoir fait l'expérience moi-même de goûter d'un même producteur, le Tawny 10 ans, le 20 ans, le 30 ans et le 40 ans, c'est vraiment fort intéressant de découvrir comment ça se passe, l'évolution avec le temps. Ici, on dit une moyenne d'âge ou un style, parce qu'il y a des gens qui disent, mais est-ce que c'est vraiment 10 ans d'âge? Et là, il y a toujours cette controverse que certains producteurs vont vous dire, mais c'est vraiment un assemblage qui rappelle un 10 ans d'âge. Il y en a d'autres qui vont dire, non, nos vins ont au moins 10 ans d'âge. Alors, ça demeure un peu flou à ce niveau-là. Voyez-vous, les producteurs varient leur définition et explication, malheureusement, mais c'est quand même constant. Si vous goûtez un producteur, le Tawny 10 ans d'un certain producteur, vous allez voir qu'il y a une constance. Que vous l'achetez maintenant, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, vous allez retrouver sensiblement le même style. Plus boisé, nettement plus pâle en couleur, de couleur ambrée orangée au reflet vert, des arômes de café, de caramel, de raisins secs, de figues séchées. Ce qui est évident, que vous allez, si jamais vous faites le test, c'est que plus on avance en âge, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, plus les portos sont pâles et moins ils sont fruités et plus ils sont évolués. Des notes boisées, caramel, on disait aussi des notes de café et tout ça. Donc, ça évolue. Alors, il y a des gens qui pensent, bon, plus c'est vieux, meilleur ça doit être. Et la réponse, c'est pas nécessairement. Et vous allez peut-être devoir, je vais vous demander de m'excuser pour l'exemple, mais c'est un peu comme des bananes. Qu'est-ce qu'on préfère? Il y a des gens qui aiment leurs bananes qui sont encore un peu vertes, il y en a d'autres qui les aiment jaunes, il y en a d'autres qui les aiment jaunes avec des petites taches brunes dessus. Et mon grand-père, curieusement, lui, les aimait presque noires, ces bananes. Donc, ça devient vraiment une question de goût. Alors, ce que je peux vous dire, et ça, c'est, comment on dit, ça a été un concours de circonstances avec un producteur, mais j'ai réussi à poser la question à plus d'un producteur, mais c'est toujours inconfortable pour eux de répondre à cette question-là. Je leur demandais, mais
qu'est-ce que vous préférez, vous? Un 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans? Parce qu'ils produisaient les 4. Et c'est un peu curieux, ils sont comme... bien là, vous êtes seul avec le producteur, donc ça va bien, il n'y a pas trop de monde alentour, et il va même vérifier, là, puis il va vous dire, bien, moi, je préfère le 10 ans. Alors, c'est curieux de voir comment, malgré l'idée de certains gens que, bon, mais plus ça va être vieux, meilleur ça va être, c'est pas nécessairement le cas, c'est vraiment une question de goût. Et la différence entre un 10 ans et un 40 ans chez un même producteur, eh bien, elle est simple à expliquer. C'est que dans un 10 ans que séjourné moins longtemps en barrique ou en cuve de bois et tout ça, eh bien, il conserve davantage de son côté fruité. Tandis que le 40 ans, lui, le 30 ans ou le 40 ans, qui a séjourné beaucoup plus longtemps dans ses contenants, eh bien, a perdu son fruité de jeunesse, si vous voulez, et a développé une certaine complexité, mais en même temps, il s'est aminci, si on peut dire, jusqu'à un certain point, oui. Il s'est aminci. Il a perdu un peu du volume. Il est rendu beaucoup plus vieux. Il est plus mince, moins riche, moins ample. Oui, plus de complexité au nez, mais peut-être moins satisfaisant pour certaines personnes en bouche par la richesse et le volume qu'on va retrouver, au contraire, dans un 10 ans. Alors, ça devient une question de goût. Je vous laisse le soin, évidemment, d'expérimenter et de voir par vous-même, mais moi, je suis un peu d'accord avec le producteur qui me dit « moi, je préfère le 10 ans », mais peut-être que vous allez peut-être aussi aimer énormément le 20 ans. Maintenant, oui, il y a du Porto blanc en passant, et c'est vraiment une petite partie de la production. C'est quand même intéressant. Il y a beaucoup de gens qui font des cocktails aussi avec le Porto blanc en passant. Également par assemblage, donc différents cépages, différentes années. Quelques variations. On dit le lagrimas, le plus doux, voire liquoreux, donc le plus sucré. Il y a un doux, il y a un demi-sec, il y a un sec et il y a un extra dry. Mais je peux vous dire que même l'extra dry a encore un peu de sucre résiduel. Donc, ce n'est pas complètement sec. Il y a toujours un peu de sucre résiduel quand même. Bon, les vins, pour ces vins d'assemblage, ça varie les âges entre 3 et 5 ans. Donc, c'est quand même des portos assez jeunes. Il va y avoir aussi on dit une nouvelle tendance, des portos blancs avec mention d'âge de 10 ans ou de 20 ans. Mais moi, si je vous donne mon opinion, je vous dirais que malheureusement, je ne crois pas que ça va plaire à une majorité de gens. Au contraire, ça a un côté un peu oxydatif et ces vins-là n'ont pas tendance à plaire aux nouvelles générations. Mais on ne sait jamais. Si vous voulez vous y goûter, peut-être que vous allez trouver ça intéressant et que ça va vous plaire. Bon, maintenant, on arrive avec les familles un peu plus haut de gamme qui se vendent définitivement plus cher. C'est certain qu'un Tawny 40 ans, ça coûte cher. Mais les portos haut de gamme de la région se retrouvent plus dans la famille des vins millésimés. Alors, les vins millésimés, donc provenant d'une seule année, et la tradition dans la région est qu'on produit des vins d'une seule année seulement quand la qualité des raisins et des vins produits est d'un niveau assez supérieur pour qu'on puisse le faire. C'est certain qu'avec les générations, on a été moins sévère, mais je me souviens que dans mes lectures et les vieux portos que j'ai goûtés, qu'exemple, dans les années 60, il y avait, je crois, que 2 années sur 10 qui avaient été déclarées comme des années millésimées. Dans les années 2000, je crois qu'il y en a eu 6 ou 7. Alors donc, on est plus généreux, on dirait, aujourd'hui. Alors, dans les portos qui sont millésimés, le porto peut-être qui est le plus populaire au Québec, je dirais que c'est probablement le Late Bottle Vintage. Alors, ça le dit, hein? Embouteillé tardivement. Alors, donc, d'une seule année, évidemment, vieilli entre 4 à 6 ans,
Souvent le résultat d'un assemblage de différentes cuvées. Des Portos assez colorés, ils ont beaucoup de matière, un certain boisé, mais plus discret, et une certaine richesse en bouche. Et si jamais vous voyez un Late Bottled Vintage, donc on les appelle, pour les amateurs avertis, on appelle ça un LBV. Si vous voyez la mention Late Bottled Vintage traditionnel, alors là, vous avez un Porto Late Bottled Vintage qui n'a pas été filtré. Donc, soyez avisés qu'il y aura sûrement un dépôt dans la bouteille et qu'il vaut mieux le carafer, hein, donc le transvider dans une carafe, pour ne pas avoir le dépôt dans vos verres. Donc, et en passant, ces Portos-là aussi, les LBV traditionnels, ont un certain potentiel de vieillissement, tandis que le LBV tout court, lui, est conçu pour être consommé immédiatement. Tandis que le traditionnel, puisqu'il y a encore beaucoup de matière qui n'a pas été filtrée, eh bien, peut continuer à évoluer favorablement. Maintenant, le Porto Vintage. Alors ça, on peut dire que c'est la crème de la région. Les Portos vraiment sélectionnés, les meilleures parcelles, les meilleures années, des vins avec beaucoup de matière. L'élite des Portos, ça ne représente que de 1 à 3 % de la production seulement selon les millésimes, donc c'est tout petit. Issu évidemment des meilleures années, assemblage de plusieurs quintas. Vous vous rappelez, au tout début, j'ai parlé de quintas, des domaines. Donc, il y a certains producteurs qui ont plusieurs domaines qui peuvent assembler les vins de les différentes quintas, les différents domaines, pour avoir un Porto encore plus riche et plus intense. Période de maturation de seulement 2 ans. Donc, ce n'est vieilli que 2 ans en barrique ou en barrique de chêne, effectivement. Et seulement que 2 ans en barrique, non filtré, et ensuite mise en bouteille pour vieillir en bouteille. Et c'est là la clé, si on veut, pour l'appréciation des Porto Vintage, c'est de savoir que c'est à nous de le mettre en cave et de le faire vieillir pour qu'il arrive à son apogée et évidemment à nous livrer beaucoup plus de complexité. Des vins opulents, des vins solides, des vins concentrés. Les Portos jeunes de cette catégorie-là sont presque bleutés en couleur quand vous achetez ça. C'est vraiment remarquable. Potentiel de vieillissement énorme. 10 ans, je vous dirais, c'est vraiment un minimum. Idéalement, un Porto de ce niveau-là, ça commence à être vraiment plus complexe à l'âge de 20 ans. Mais si on les aime plus jeunes, pourquoi pas? 30 ans, 40 ans, 50 ans, facile. Souvent, c'est le bouchon de liège qui ne tient pas le coup. Le vin, lui, peut voguer encore longtemps, mais le bouchon de liège se détériore et c'est souvent à cause du bouchon de liège que les Portos dépérissent plus rapidement que prévu. Nez de fruits rouges et noirs en jeunesse, l'anis, du chocolat et évidemment beaucoup de tanins, et les tanins étant si on veut, l'élément qui donne le potentiel de vieillissement à ces vins-là. Maintenant, une autre catégorie qui est fort intéressante, qui est un peu un croisement entre la méthode Tawny et la catégorie des Portos millésimés, c'est que les Portos Coletta, ou Collietta comme ils prononcent chez eux, c'est issu d'une seule récolte, donc encore une fois, le vin d'une seule année, le vin millésimé, mais avec un vieillissement de type Tawny, donc un vieillissement prolongé. Le millésime apparaît, mais aussi la date d'embouteillage. Donc, on va dire un millésime 90 embouteillé en 2005. Donc, ce que vous allez savoir, c'est que automatiquement, ce vin-là a 15 ans d'âge déjà en partant. Donc, millésime et date d'embouteillage apparaissent sur l'étiquette. Les caractéristiques sont semblables à des Tawny de 10 ans et de 20 ans, ou entre les deux. Comme je viens de vous donner l'exemple, et c'est parce que j'en ai ouvert un il n'y a pas tellement longtemps, qui était millésime 90, embouteillé en 2005. Donc, je savais que ce Porto-là avait 15 ans
d'âge faits déjà en barrique. Ces Porto Coletta, ou Collietta, sont vraiment intéressants à découvrir. Il y en a quelques-uns, évidemment, de disponibles à l'SAQ. Et je vous dirais qu'il y a des maisons qui sont plus spécialisées dans ce type de Porto-là. Ici, on a la maison Fest qui est là, mais il y en a quelques-unes d'autres qui sont disponibles à l'SAQ qui se spécialisent dans les Collietta. Et c'est souvent des maisons d'origine portugaise. Les Britanniques, eux, étaient plus friands des late bottle, pas les late bottle vintage parce que c'est plus récent, mais des vintage. Et les producteurs portugais qui datent, qui sont là depuis longtemps, étaient vraiment plus enclins à produire des Portos de catégorie Collietta que vintage. Donc, vieillir plus longtemps avant d'être embouteillé versus la méthode des vintage qui est 2 ans de vieillissement et ensuite on embouteille et on laisse le soin au collectionneur de mettre dans sa cave et de vieillir lui-même. Voilà. Bon, les principaux cépages rouges, on en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous le voyez ici, quand même, hein, 86 cépages autorisés, 30 variétés recommandées pour un total de 116 cépages au total dans la région. 86 autorisés, mais c'est quand même énorme, là. Le premier, et comme je vous disais tout à l'heure, le plus important, c'est le Touriga national, considéré comme le meilleur cépage de la région, beaucoup de couleurs, très aromatique, faible rendement, bon potentiel de vieillissement. Et en passant, pour ceux qui vont vouloir aussi découvrir les rouges secs, c'est souvent le cépage dominant dans les rouges secs aussi, le Touriga national. Mais les autres aussi seront présents, là. Tinta Roriz, Touriga Francesa, Tinta Cao, Tinta Barocca, Tinta Amarela sont tous là. Mais le dominant, autant chez les Portos que chez les rouges secs, sera sûrement le Touriga national. Bon, voilà, la partie importante, le service, parce que, évidemment, je vous suggère, évidemment, si vous avez l'occasion, c'est d'ouvrir, en regardant cette vidéo, c'est de se servir un verre de Porto idéalement. Bon, la plupart des Portos rouges sont servis trop chauds. Alors ça, c'est vraiment pénible, parce que, je vous explique pourquoi on les sert plus frais que peut-être plusieurs personnes et même restaurateurs font l'erreur de les servir trop chauds. C'est qu'il y a deux facteurs importants. D'abord, on sait que c'est 20 d'alcool. Alors, l'alcool produit un effet de chaleur en bouche. Alors, si vous êtes par une journée chaude en plus, assis dehors, le Porto est à 22-23 degrés Celsius, vous allez ressentir la chaleur de l'alcool. Vous allez non pas seulement ressentir la chaleur de l'alcool, mais vous allez aussi sentir l'odeur de l'alcool davantage. Donc, une des raisons principales. L'autre raison, c'est que, évidemment, le Porto, comme vous savez, est sucré. Donc, si on a un vin sucré que l'on sert trop chaud, bien, ça devient un peu lourd, pour ne pas dire, hein, comme on dit au Québec, écœurant un peu. Ça tombe sur le cœur. Alors donc, je vous dirais, ce sont vraiment les deux raisons principales qui nous forcent vraiment à vouloir le servir plus frais. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas dans cette direction-là et ça rend les Portos lourds par la chaleur et par la sucrosité. Alors, très important, on va voir les températures, c'est peut-être beaucoup plus frais que vous pouvez croire. Bon, évidemment, pour atténuer la chaleur. Les températures de service suggérées, pour les Portos blancs, évidemment, c'est très frais, 6 à 8 degrés. Les roubis, hein, voyez-vous, un roubi là, à 10-14 degrés. Ça veut dire que la bouteille que j'achète à la SAQ, il faut qu'elle passe au frigo au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Tout dépendant, évidemment, de la température de votre frigo aussi. Alors, c'est important. Les Tawny et les Collietta, 10 à 15-16 degrés. Encore une fois, surtout l'été, vaut mieux rafraîchir la bouteille qu'on la boive à l'intérieur ou à l'extérieur. L'été, c'est presque obligatoire
de mettre son Porto au moins 1 heure et même peut-être un peu plus au frigo avant de la servir, surtout les Ruby et les Tawny. Le LBV ou Late Bottle Vintage, peut-être un tout petit peu plus chaud, mais quand même toujours frais, à 14 à 16 degrés Celsius. Et finalement, les vintage, les vins haut de gamme, qu'on va servir comme un grand vin rouge, à température, on dit de la pièce, mais la pièce fraîche, 16 à 18 degrés Celsius. Donc ça peut être l'équivalent de presque 45 minutes au frigo, ça, avant de le servir. Toujours en fonction de la température extérieure, de la température de votre frigo et de la température de la bouteille avant de la mettre au frais. Alors, c'est très important. Le verre idéal, et je m'en excuse, j'ai oublié le verre pour vous le montrer, c'est le verre Inao. Si vous regardez en ligne, un verre Inao, c'est un petit verre qui sert énormément à la dégustation. C'est un verre qu'on voit un peu partout dans les bistrots, dans les restaurants, qui sert énormément, comme je vous dis, à la dégustation, donc, parce que c'est un plus petit verre, qui a une forme très tulipe, qui est vraiment idéale pour le Porto. Et c'est très facile à retrouver une image de ce verre en ligne. Vous allez pouvoir facilement le retrouver, le verre Inao qu'on appelle. En passant, Inao veut dire tout simplement l'Institut national des appellations d'origine. C'est un verre qui a été créé par l'Institut national en France pour justement la dégustation, qui s'avère vraiment parfait pour le Porto, parce qu'il n'est pas trop gros et concentre bien les odeurs du produit dans le verre. Certains Portos doivent être décantés, ça veut dire d'être transvidés de la bouteille à une carafe pour éliminer le dépôt. Et ceux-là sont seulement, et il y a seulement 2 types de Porto qui vont devoir être décantés pour être séparés du dépôt. Et ce sont les vintage et les LBV, Late Bottle Vintage, traditionnels qui n'ont pas été filtrés. Ce sont les 2 seuls types de Porto qui doivent être décantés avant d'être appréciés. Accord mes vins. Alors ça, c'est intéressant parce que, oui, c'est le fun de boire un petit verre de Porto. Souvent, et la plupart du temps, je sais qu'au Québec, on se sert ça surtout à la fin d'un repas, après le repas, au dessert et même après. On voit souvent l'image, surtout les Britanniques, mais aussi on le fait au Québec, un Porto et un cigare. Ça, c'est un classique. Mais moi, je ne fume pas le cigare, donc pas question. Les Portos blancs, en fonction de leur quantité de sucre résiduel, parce que, comme vous avez vu tout à l'heure, la quantité de sucre dans les Portos peut varier, surtout chez les blancs, seront servis à l'apéro, en cocktail ou au dessert. Alors ça, c'est toujours à déterminer avant. Évidemment, à la SAQ, c'est génial parce que vous savez, sur le site de la SAQ, c'est bien indiqué, chaque produit, la quantité de sucre résiduel qui est dans les vins fortifiés, dans les Portos, c'est indiqué. Donc, vous pouvez avoir une très bonne idée en partant de combien il est sucré, ce Porto-là. Et en plus, bien, vous pouvez aussi demander à votre conseiller à la SAQ. Les Portos Ruby, Ruby Reserve, peuvent être également servis à l'apéro parce que ce sont des Portos plus légers et plus simples. Ensuite, les fameux Tawny et Coletta, donc qui sont vieillis plus longtemps en fût, les LBV et les Vintage seront plutôt servis à la fin des repas avec les fromages et les desserts et également en tant que digestif. Comme on disait tout à l'heure, après le repas, certaines personnes, un cigare, un Porto. Si je peux vous donner un petit conseil, parce qu'évidemment, c'est toujours en fin de repas, des mariages classiques, on va en voir, je pense, à la page suivante, mais allons-y, parce que peut-être qu'ils sont déjà tous là, et je vous en parle. Des accords classiques, mais je vais vous donner quelques suggestions aussi. Bon, les noix grillées avec les Portos Tawny et Coletta. Pourquoi? Parce que, justement, à cause du vieillissement de ces Portos Tawny et Coletta, plus longs, les vieillissements prolongés, eh bien, ça donne des côtés un peu de noix, donc qui se marient et qui s'harmonisent très bien. Les figues séchées avec les jeunes Tawny et les LBV. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un peu plus de fruits
encore, donc pas trop vieilli en fût, pour que les figues séchées s'harmonisent bien avec ce type de Porto-là. Alors, un autre classique, c'est le fameux melon et prosciutto avec Porto Ruby. Alors, ça, c'est un classique. Qui n'aime pas ce fameux mariage de melon et prosciutto et avec le Porto, c'est vraiment génial. Les fromages bleus. Alors, les fromages bleus vont excessivement bien avec les Portos. On dit les LBV et les vintage, donc les plus riches, les plus puissants. Aucun doute que c'est un mariage fort intéressant. Si vous ne l'avez jamais fait, et pour beaucoup de gens, c'est parce qu'ils n'aiment pas les fromages bleus. Eh bien, essayez un fromage bleu avec un Porto et peut-être que vous allez devenir un fan de fromage bleu. Les desserts au chocolat. Alors, au chocolat, évidemment, vaut mieux aller avec des Portos qui ont plus de fruits. Donc, encore une fois, ça va être les Late Bottle Vintage et les Vintage. Les desserts aux fruits noirs aussi. On voit souvent des desserts qui sont conçus comme ça, là. Chocolat et fruits noirs. Alors, quand on a chocolat et fruits noirs, les Portos Late Bottle Vintage ou Vintage, tout dépendant du budget, évidemment, sont vraiment parfaits pour accompagner. Ah, ça c'est intéressant. Et moi, j'aime beaucoup les trucs qui sont caramel, butterscotch, praliné et café. Tous ces desserts-là, ou chocolat et café et tout ça, tous ces desserts-là vont nettement mieux avec les Portos tannés à cause, encore une fois, du vieillissement et ce côté boisé, évolué qu'on retrouve dans les Portos tannés et, évidemment, Coletta. Autres fromages forts, tels qu'un vieux cheddar avec un LBV et un vintage, sont aussi possibles. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Je dirais que les classiques, évidemment, quand on parle de mariage, eh bien, évidemment, c'est les noix, c'est le chocolat, c'est évidemment certains fruits séchés comme les figues aussi qui peuvent être très bien aller, les dattes aussi peuvent très bien aller, et évidemment tous les trucs caramel, butterscotch, praliné, tout ça, c'est excellent. Mais évidemment, en fin de repas, en fin de soirée, souvent, juste de siroter un petit verre de Porto peut être fort satisfaisant. En gros, c'est vraiment un produit qui c'est malheureux dans un sens que sa popularité est à la baisse, mais en même temps, c'est toujours un produit qui est très satisfaisant et pour beaucoup de gens, va continuer justement à plaire. Alors, les dernières pages du document que vous avez sont des termes qu'on retrouve sur les bouteilles de Porto et autres vins de la région du Douro. Et pourquoi je vous les ai mis dans le document? C'est tout simplement pour vous aider à comprendre les étiquettes. Je ne passerai pas à travers tout ça avec vous parce que ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez les lire, les regarder ensemble, plutôt en dégustant et apprendre davantage, si vous voulez, le vocabulaire des bouteilles de vin de Porto et du Portugal. Alors voilà, c'était le Porto, le Douro, et rappelez-vous que dans la région, il y a davantage maintenant de vins rouges secs et blancs qui méritent d'être découverts. Malgré qu'on aime le Porto, il faut aller vérifier de l'autre côté, du côté des vins secs, blancs et rouges. Merci.